Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier qui s'intitule donc Production locale et conditions de travail de l'exploitant. On accueille 3 intervenants, donc Bruno Villalba, Romuald Box et André Charles. Peut-être avant de débuter, on va peut-être vous laisser quelques petites secondes chacun pour vous présenter. Alors, bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Donc Bruno Villalba, professeur de sciences politiques et AgroParisTech et co-auteur avec Romuald d'un livre portant sur la figure du paysan. Romuald, donc moi je suis installé en maraîchage bio depuis 2008 sur la commune de Hanté. Bonjour à toutes et à tous. André Charles, agriculteur à l'Aventie, installé depuis 1992 et producteur de lingots du Nord et de flageolets verts, et président de l'association Lingots du Nord. Merci. L'atelier se passera en 2 temps, on va dire. Un premier temps de présentation. Donc, on aura une présentation de Bruno Villalba et de Romuald Box et un temps d'échange, on va dire, avec André Charles. Et puis après, on ouvrira bien sûr la discussion à la salle. On part pour une vingtaine de minutes au niveau de la présentation, ça vous va? Donc, l'enjeu, effectivement, c'est de nous présenter justement les enjeux autour des questions de qualité de travail, de conditions de travail des exploitants. Et puis, effectivement, donc, les enjeux, les résultats de travaux de terrain et essayer de nous expliquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les freins à certaines modifications. Et puis, si vous avez des recommandations pour la suite. Ok. Alors, on va présenter avec Romuald un retour d'expérience qui est celui de l'installation d'un paysan en AMAP. L'AMAP, c'est l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est un réseau qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant en France. Et Romuald a été à l'initiative de la première AMAP en région Nord-Pas-de-Calais. Il reviendra sur le débroussaillage nécessaire qui a été son travail sur ces questions-là. Et en fait, on a fait ce livre, La figure du paysan, intitulé comme sous-titre « La ferme, la MAP et la politique ». Donc, c'était une réflexion qu'on a construite pendant 3 ans, un dialogue. C'est intéressant sur le plan de la construction méthodologique, mais enfin, si ça intéresse quelqu'un, on y reviendra après. L'idée, c'était de voir l'envers du décor du discours performatif qui était porté, qui est toujours porté aujourd'hui, sur l'agriculture de proximité, sur les AMAP, etc. Et il y a toute une littérature extrêmement abondante actuellement qui donne une vision, on va dire, résolument positive de cette structuration agricole de proximité. Et en fait, moi, en tant que chercheur et puis en tant que membre de l'AMAP avec Romuald, je me disais, ça ne correspond pas vraiment à ce que je vois, moi, sur le terrain, de la pénibilité du travail de Romuald et de la charge de travail qui est imposée par cette relation de proximité. Donc, on a construit ce dialogue en essayant de dépasser le simple discours et le récit héroïque, voilà, le paysan valeureux qui réussit, etc. De la même manière, on a évité aussi le discours misérabiliste du paysan qui est dépossédé de son propre travail parce que sur les charges, sur les crédits, etc., ce qui n'est pas le cas de Romuald, il nous expliquera comment il a pu échapper à cette spirale infernale. Et donc, c'était vraiment, si on peut passer, merci, c'était histoire de réfléchir un peu sur forme d'évaluation. Alors, ce n'est pas une évaluation quantitative, hein, même s'il y a plein de données quanti dans le bouquin, et on donnera quelques exemples sur la productivité ou sur le revenu du paysan, mais c'était sur cette question d'agriculture locale qui est finalement une stratégie très forte des politiques agricoles européennes jusqu'au niveau local, des collectivités territoriales, de développer cette agriculture de qualité, valorisant les filières de produits de proximité, etc. Alors, cette notion de la proximité, elle est vraiment à interroger, puisque les critères de définition de la proximité varient considérablement d'une définition d'un auteur à l'autre. Est-ce que la proximité, c'est la distance kilométrique? Est-ce que la proximité, c'est
la nature même des produits qui sont fournis en proximité. Enfin, il y a toute une série de réflexions à avoir, mais peu importe, le flou conceptuel de cette notion renvoie plutôt à l'idée d'une qualité. La proximité, c'est la qualité, parce qu'il y a une espèce de maîtrise, il y a une espèce de proximité physique avec les produits, le paysan, etc. Et nous, on a voulu donc interroger plutôt les conséquences en matière de conditions de travail du paysan et de perspectives de développement aussi, parce que la proximité peut être tout à fait aussi un piège qui enferme le paysan dans une attitude de dépendance très forte à l'égard des consommateurs de proximité, ce qui fragilise aussi parfois sa situation. Et là, on va essayer de vous présenter plutôt, pour essayer de coller un peu mieux à l'atelier, on va essayer de vous présenter plutôt deux axes de réflexion. Le premier axe, c'est comment finalement le paysan dans un réseau la map peut se dépatouiller entre cette tension du productivisme. Malgré tout, une ferme, c'est quand même destiné à produire. Et puis, comment, malgré tout, le paysan peut construire une autonomie et à quelles conditions il peut la réaliser. C'est la dimension vraiment politique de l'engagement du paysan. Ça Romuald donnera son point de vue. Et puis, la deuxième dimension, qui est importante aussi quand on parle du travail du paysan, eh bien, c'est les conditions de travail effectives. Et là encore, s'éloigner du discours les AMAP, c'est super, c'est la convivialité, gna 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 gna. Pour savoir ce que ça produit, cette convivialité, sur la qualité de vie du paysan, la qualité du travail du paysan. Voilà. Donc, du coup, sur la partie ergonomie et pénibilité par rapport à l'installation, je me suis installé sur une reprise de terre, 1,2 hectare de terre nue, donc avec aucun outil, aucun moyen de production sur la ferme. Pas sur la ferme, sur la parcelle, du coup, qui n'était pas une ferme. C'est la première image, là. L'idée de départ, ça a toujours été, et c'est toujours, l'idée, c'est de réfléchir à tous les aménagements de la ferme, que ce soit dans leur construction, dans leur fonctionnement, dans leur utilisation après, afin justement de réfléchir à la pénibilité, à limiter les déplacements inutiles, à limiter les ports de charge, à toujours avoir des outils le plus ergonomiques possible, par souci en fait de préserver la seule machine qui n'est pas remplaçable, c'est l'être humain qui est sur les fermes. En tout cas, de ne pas tomber sur une logique de prendre du salariat pour abîmer le salariat et changer le salarié quand il est abîmé. Donc vraiment de pouvoir, pouvoir faire ce travail-là le plus longtemps possible et pas me retrouver à un moment à dire mon outil m'a abîmé, m'a cassé et je suis obligé de faire une reconversion professionnelle. Donc, que ce soit l'agencement du site ou les bâtiments, tout a été calculé pour au maximum, en tout cas, limiter la pénibilité sur la ferme, sur la réflexion sur le déplacement des produits, que ce soit les fournitures qui rentrent sur la ferme ou les productions qui en sortent, que ce soit sur les conditionnements des produits, d'utiliser des unités de stockage plutôt d'une petite taille, donc plutôt sur des caisses qui font 6-7 kg, plutôt que de vider sur des caisses de 20 ou 25, simplement parce que quand on utilise des caisses de 25 kg, on va tout de suite mettre une barrière de poids. En fait, à une personne qui va vouloir faire le travail, alors que si on est sur 6-7 kg, on peut prendre 6, on peut prendre 12, on peut prendre 18. On a la possibilité du coup d'avoir le poste de travail qui est de fait adapté à n'importe quelle personne qui passe sur la ferme. Sur le côté conditions de travail, ça a été du départ de gérer un maximum de choses par moi-même, donc de faire appel à très peu d'intervenants extérieurs, que ce soit pour les plantations ou pour les constructions. L'aménagement du site ou les constructions de bâtiments, en fait, ça a été fait en autoconstruction. Donc, avec un coup de main des Amapiens sur les tâches, quand il était question de monter les poutres principales du bâtiment, mais sur une gestion en autonomie sur tout le reste. Donc, vraiment d'être dans l'idée de pouvoir avoir une ferme qui fonctionne avec une personne et pas avoir besoin de 5 ou 6 personnes à des moments précis pour
pouvoir faire fonctionner le système. Je vais passer à la suivante. Du coup, le site, il est découpé, donc la parcelle fait 1,2 hectare en tout. Le site a été découpé on va dire, en 2 grandes parties. Une partie de production sous serre, avec, comment dire, sur la photo 5 tunnels, mais plus que 3 aujourd'hui, avec 2 tunnels et une multi-chapelle. Donc une multi-chapelle, c'est l'équivalent de 3 serres collées les unes aux autres, sans avoir de séparation des volumes. On a un seul grand volume au lieu d'avoir, j'avais 1200 mètres carrés en 3 morceaux, en 3 tunnels différents. Là, j'ai 1200 mètres carrés en un seul volume, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité des cultures qu'il y a dans les parties couvertes, et aussi une meilleure gestion des excès chaleur, ensoleillement. On a un volume plus conséquent qui permet d'avoir une stabilité un peu plus forte. Et donc, du coup, tout le site, il est aménagé pour limiter les déplacements inutiles. C'est-à-dire que la zone de commercialisation se fait dans le hangar, le stockage se fait dans le hangar, et la plus grosse des parties des productions, en tout cas, est dans les tunnels, donc assez proche du hangar pour limiter les déplacements. Et après, le reste du terrain a été coupé en 9 morceaux, qui permet d'avoir une rotation, du coup, basée sur 9 ans, en fait, simplement. Ça permet aussi du coup de ne pas avoir à réfléchir à sa rotation, puisque la rotation elle est fixée, et en fait tous les ans il y a juste un cran à décaler et on a la rotation de l'année suivante, de 2 ans, de 3 ans. Je peux arriver à faire mon planning de rotation sur les 30 prochaines années sans prendre beaucoup de temps. Ouais, la diversité des activités. Donc, mon activité principale, en tout cas sur mon installation, c'était le maraîchage. Moi, je me suis vite rendu compte que sur une parcelle qui n'est pas très grande, 1,2 hectare, on est sur les tailles de ferme plutôt petites, c'était une obligation de diversifier l'activité. Et j'avais le choix, soit j'agrandissais pour diversifier, soit je densifiais et je diversifiais à l'intérieur de mes propres murs. Étant pris entre une maison, une route et 2 autres agriculteurs, voilà, l'agrandissement n'était pas possible vers l'extérieur, donc il a fallu diversifier à l'intérieur. Donc dans les ateliers de diversification, ça a toujours été la question de se poser, c'est est-ce que j'ai un déchet généré quelque part sur la ferme? Est-ce que ce déchet peut devenir une matière première pour un autre atelier? Et comment ce nouvel atelier peut générer un nouveau déchet qui pourrait devenir une matière première pour un autre, et toujours dans ce cycle-là. Donc le maraîchage, on génère quand même pas mal de déchets de culture ou d'herbes. Donc, je suis labellisé en bio, donc le désherbage, c'est quand même la part principale du travail. Et le premier atelier qui est arrivé sur la ferme, ça a été de la poule pondeuse, simplement, qui m'a permis aussi d'éliminer du coup les déchets dus au maraîchage, et en même temps de récupérer en fait un amendement avec les crottes de poule directement produites sur la ferme. Ça a été le tout premier. Et il y a 5 ans, 6 ans, j'ai commencé à planter des fruitiers. Donc sur la parcelle, j'ai à peu près 200 pommiers foiriers et à peu près 200 pieds de groseilliers, qui ont servi à la fois pour séparer les différentes zones de culture, et en même temps, du coup, avec cet effet brise-vent, ombre, remonter des éléments nutritifs que les arbres sont capables d'aller capter en profondeur, et du coup de générer du feuillage qui retombe en surface et relâcher un peu les éléments nutritifs à ce moment-là. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à faire de l'élevage de poulets de chair qui est intégré dans le cycle de maraîchage. Donc les poulets de chair, ça m'a réduit ma surface de maraîchage extérieure d'1/9, puisqu'ils sont partie intégrante, ils sont un des blocs de rotation. Et ça, forcément, 1/9 de maraîchage en moins à désherber, ça me fait gagner énormément de temps. Et à la fois, la présence d'animaux sur la ferme, ça a un effet nettoyant, simplement, sur le fait de bouffer l'herbe, de manger les graines des plantes
vont du coup, être moins présentes l'année suivante. C'est un effet antiparasitaire parce que tout ce qui pourrait être limaces, chenilles qui passent dans l'enclos des poulets, il n'y a pas beaucoup de bestioles qui ont le temps d'en sortir. Et un côté aussi fertilisation, parce que du coup, comme c'est du poulet plein air, en fait, ils courent partout et ils vont aller répartir par leur déjection en fait, une matière comment dire, nutritive pour les plantes qui arriveront la saison suivante. Et donc sur le site, il y a aussi quelques zones en fait, où il n'y a pas d'intervention forcément régulière, donc plutôt des bandes de prairies fleuries, de zones qui sont laissées, selon mon voisin, à l'abandon, pour avoir justement des points de biodiversité intéressantes, dans le sens où sur une structure de production, si on a un milieu qui est totalement aseptisé, les premières choses qui arrivent, c'est toujours les ravageurs. Le problème, c'est que si on a aseptisé tout le reste, en fait, les auxiliaires vont mettre énormément de temps à venir parce qu'ils n'ont rien à manger sur place, alors que si on a des endroits où la biodiversité peut être un peu en sommeil, en fait, quand on a une invasion d'un parasite, la biodiversité va forcément réagir plus vite parce qu'elle est déjà présente sur le site. Donc, ça me permet de gérer quasiment sans traitement, même avec des traitements bio sur les problèmes de pucerons, même sur les problèmes de chenilles, sur les choux, par exemple, avec une présence importante sur le site de mésanges. À savoir que les mésanges ne nourrissent quasiment leurs petits qu'exclusivement à base de chenilles. Donc, en fait, ils font le travail de désinsectisation sans que j'ai à intervenir. Donc, sans avoir à prendre un pulvérisateur et d'aller mettre même des produits bio, ça reste quand même un temps de travail assez conséquent quand il est question de traiter une parcelle. Et toute cette pénibilité-là aussi qui est évacuée parce que c'est la nature qui fait le boulot à ma place. C'est une bonne solution, en fait. C'est la nature qui fait le travail, c'est toujours mieux fait. Donc là, on vous met aussi l'évolution des contrats. Alors aujourd'hui, 70 contrats. Donc l'idée, c'est de voir que le coût des contrats augmente, mais la quantité fournie est aussi en constante augmentation, justement par cette diversification. Et puis, vous voyez, il y a dès le départ, finalement, on est dans un volume de parts qui est déjà stabilisé. Et ça, c'est aussi intéressant pour la programmation du travail de Romuald, du paysan, ce n'est pas d'être dans une dynamique de toujours plus de consommateurs visés, mais d'un socle de consommateurs avec lequel, d'ailleurs, on va essayer d'établir des rapports de fidélité, de manière à ce que la rotation soit pas trop importante, parce que c'est souvent une source d'inquiétude chez le paysan en AMAP. Est-ce que les AMAPiens vont revenir d'une année sur l'autre? Toi, ton taux de rotation, c'est quoi? 8%. Donc, ce qui montre, c'est un très, très bon taux, enfin, très faible taux. Ce n'est pas le cas dans toutes les AMAP. Et cette stabilité, elle est aussi importante pour finalement pérenniser l'activité du paysan et d'assurer un maintien alors pas de son revenu, parce que quand on paye cette part de contrat, là, ce n'est pas le revenu du paysan, mais en tout cas l'achat de ce que lui va produire. Et ça, c'est important pour stabiliser les capacités de développement du paysan, sa possibilité de se projeter dans le temps et de construire des projets. Parce que là, vous voyez, la particularité de Romuald, c'est de constamment inventer des projets pour accroître sa charge de travail. Et donc, il y a la basse-cour ne lui suffisait pas, il faut qu'il ait construit un poulailler mobile. Je n'ai pas mis la photo, j'aurais dû la mettre. Il y a le hangar qui vient d'être agrandi, il y a la champignonnière aussi. Enfin bon, il y a toujours. Et là, son dernier chantier, c'était la serre multichapelle et puis la mare maintenant. Le bassin de rétention. Le bassin de rétention. Voilà. Petite joyeuse. On a encore combien de temps? J'ai pas fait gaffe sur le temps, désolé. Déjà, après autant. Ok, pardon. Donc du coup sur les aménagements sur la ferme, en tout cas, l'idée
l'idée de limiter la pénibilité, d'utiliser un maximum de choses, que ce soit des chariots avec des roues simplement pour transporter et déplacer les choses, de mettre un maximum de postes de travail en travail à hauteur, que ce soit donc la pépinière où j'ai fait le choix de faire tous mes plans moi-même, que ce soit le prototype en bas à droite, c'est un prototype pour enrouler les bâches, les toiles tissées, les pédicelles, donc tout ce qui est voile de culture et tout ce qui est bâche pour limiter l'enherbement. Et au milieu, j'ai participé avec l'atelier paysan à la conception de la chibine, donc un porte-outil électrique qui permet du coup de faire du désherbage allongé. Donc à l'ombre, allongé et sans avoir besoin de se bouger quand on désherbe. On a une petite gâchette pour faire avancer la machine. Donc tout ça, ça permet justement d'avoir des conditions de travail qui ne sont pas trop comment dire, abîmantes pour les corps aussi. Bon, ça s'explique quand même parce que la ch'tibine, Romuald a rajouté une stéréo et il diffuse en permanence à CDC. Je trouve qu'à un moment donné, c'est du traitement inhumain. Oui, voisin, je suis suffisamment loin pour pas qu'ils entendent. Son voisin lui aussi dit que c'était un truc de feignant de bosser allongé. Voilà, le principe, c'est vraiment de réfléchir à cette, comment dire, à l'approche du travail et pas juste de partir sur le fait qu'il faille faire le travail à tout prix, mais plutôt de se poser la question de comment je peux l'organiser, le découper pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible sans ressentir une fatigue insurmontable ou une pénibilité qui fait que le lendemain, pour revenir sur le boulot, ça serait un peu compliqué. Oui, puis il y a pas mal il y a des stagiaires qui passent sur la ferme et l'idée, c'est aussi de leur montrer que c'est plus facile de pouvoir réfléchir à son projet d'installation et de penser pénibilité du travail quand on est en train d'écrire son projet, plutôt que d'écrire un projet, de mettre en place la ferme et puis après de se dire, bon, maintenant que j'en chie un peu tous les jours, comment je vais faire pour en chier moins, de penser à la pénibilité directement dans le projet d'installation, de prévoir les aménagements d'une façon qui permette justement de réduire cette pénibilité et pas forcément de reléguer ça à un deuxième temps de la vie de l'installation. Cette question du geste du paysan, la polyvalence des tâches aussi, parce que c'est un paysan en AMAP doit nécessairement avoir des compétences diverses et variées. Bon, il se trouve que Romuald a beaucoup de compétences techniques, ce qui facilite là aussi son autonomie au travail, ce qui n'est pas le cas de tous les paysans, d'être à la fois compétent sur la culture, sur l'électricité, sur les réseaux d'eau, sur la ferronnerie, sur les dalles. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de plus vous êtes autonome, plus vous êtes dépendant aussi de votre propre capacité à construire. Et puis le rapport à la machine, c'était vraiment important. Dans le livre, on a beaucoup insisté là-dessus, justement avec le travail avec l'atelier paysan aussi. C'est une réflexion sur le rôle de la production paysanne à l'ère du machinisme, quoi. Et ça, c'est vraiment une question importante. À la proximité, c'est plus de main-d'œuvre, moins de machines. Mais si c'est moins de machines, quel type de machines? Est-ce que c'est des machines qu'on autoconstruit pour limiter le coût financier de l'investissement des machines? Est-ce que c'est des machines low-tech qu'on va pouvoir maîtriser et s'il y a de la casse ou les réparer, etc. Et il y a toute une série d'aménagements techniques. J'aurais pu multiplier le nombre de photos sur le site, là, où c'est des petits aménagements techniques qui s'accumulent et qui, finalement, vont réduire la charge de travail, le triangle sur les machines. Voilà. Ce qui te fait gagner à peu près combien de temps estimé, donc c'est un système qui est soudé sur chaque machine et qui est présent avec un dispositif à l'arrière du tracteur, c'est le triangle d'attelage. Et ça permet d'atteler une machine sans descendre du tracteur. Donc, sans jamais non plus prendre le risque d'aller se mettre entre le tracteur et la machine. Et ça permet d'atteler en une dizaine de secondes une machine sans avoir besoin d'être très précis sur la manœuvre. Et il y a une ferme qui s'est amusée pendant 1 an, avant de passer au triangle, de compter le temps qu'ils passaient atteler des clés. Et du coup, quand ils sont passés au triangle, de compter le temps qu'ils devaient passer. Et sur une année, ils estiment à 40 heures de travail d'économiser
juste en attelage-dételage avec un système triangle. Monter, descendre, du tac. Ouais. Monter, descendre. Il y a juste à descendre pour mettre la prise hydraulique. Si on a une. Ça, c'est pénible. Monter, descendre. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps sur la mise en place, mais aussi sur le côté, des fois, techniquement, il serait bien de passer une machine de plus. Seulement, c'est dételer, racler la deuxième, remettre la première, et puis on va faire 100. Alors que quand l'attelage-dételage est très facile, en fait, on va faire exactement ce qu'on doit faire, parce que atteler, dételer, ça prend pas un temps fou, c'est pas pénible, donc on est un peu plus précis en fait dans les itinéraires techniques qu'on peut passer. Voilà. Alors, en conclusion, l'idée aussi du travail qu'on a mené avec Romuald, c'était de revenir sur est-ce que c'est possible de vivre en tant que paysan en AMAP. Alors là, vous avez l'évolution du salaire. Il y a aussi des projets qui ont été développés parce que c'est intéressant de voir aussi plutôt la décorrélation entre les projets et puis le revenu. Il n'y a pas de corrélation. Ce n'est pas parce qu'il est payé plus qu'il fait plus de projets. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, on voit bien comment, finalement, le cumul des aménagements techniques aussi va faciliter aussi le travail du paysan et va lui faciliter des revenus plus intéressants. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, la première année de l'année de l'installation, c'est là où il y a eu le plus d'investissement en termes de travail, 0. Et ça, c'est compliqué. Heureusement que Romuald, il vit avec quelqu'un qui a soutenu son projet et qui lui a donné les moyens financiers de cet investissement. Mais les premières années, c'est 500 € par mois, après 1000, bon, etc. Et on voit aujourd'hui, c'est à 1600. On peut en parler parce que là, à l'Assemblée générale, c'est là où on établit le prix du panier qui va donner voilà. Donc tout est public, et ce qui est assez intéressant aussi dans le financement des activités d'un paysan en AMAP, c'est qu'on voit bien cette question de la transparence des revenus. Et là, 1600 € pour un paysan, c'est plutôt pas mal. Hein. Quand vous voyez le niveau médian des revenus des paysans, il s'en sort plutôt pas mal, le camarade Romuald. D'ailleurs, on peut peut-être diminuer ça. Et les prix du panier, finalement, c'est trop payant. Voilà. Et alors, c'est une négociation extrêmement intéressante. On pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Mais par exemple, aujourd'hui, l'année dernière, on a eu une discussion très intéressante sur, à l'AG de mai, sur l'effet des prix d'énergie sur le revenu du panier et puis sur les conséquences que ça va avoir sur l'activité du paysan. Donc, on voit bien, là encore une fois, l'expérience de proximité n'est pas si proche que ça, puisqu'elle est très dépendante aussi des événements climatiques, hein, voilà, des événements géopolitiques, etc. Bon. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. On enchaîne du coup avec André Charles. Je vais vous demander 2 petites secondes parce que je viens de voir que le premier PowerPoint n'avait pas défilé. Je vais essayer de refaire le partage d'écran. Ça a défilé. Ah ouais. Mais pas pour les gens qui étaient en visio. Allez, mince. Donc, je recommence le partage d'écran. Je vais me permettre d'enlever le... Je ne sais pas si je peux le faire, mais c'est pas grave. Je vais reprendre le chat pour savoir si je le vois défiler. J'attends une réponse de l'une des personnes qui est à distance. J'espère que c'est pas en ligne.
On commence comme ça et on verra. Oui, ça marche. Bon, ce que je te propose, André, qu'on fasse un petit dialogue, parce que je connais un petit peu la filière ragoût et flageolet vert, mais je pense que tout le monde ne connaît pas les deux haricots secs. L'exploitation du départ, peut-être. Voilà. Donc, bonjour à tous. J'ai démarré en 92, j'ai repris l'exploitation de mes parents en 1992. Donc, au départ, j'étais seul sur l'exploitation et mon épouse m'a rejoint en conjoint collaborateur avec les enfants. Après, on est resté conjoint collaborateur en 2000. Donc, je faisais du haricot blanc que je n'arrivais pas à vendre péniblement. Donc, j'ai connu les établissements à Semont-des-Prés, à Merville, qui avait un projet de label rouge en lingot du Nord. Donc, là, j'ai foncé tout de suite dedans. Faire du label, ça m'intéressait. C'est intéressant parce que je vendais du haricot à 2 francs 50 à ce moment-là. Et un an après, c'était devenu invendable. Donc, qui dit label dit contrat de production. J'ai adhéré à l'association en 96. En 98, le label est sorti. Et puis, j'ai mis 4 hectares pour démarrer de culture de lingot en place. Labellisé. Et dans la foulée, on a demandé l'IGP pour cette culture-là aussi. Donc, Indication géographique protégée. Indication géographique protégée. La vallée de la Lys, la plaine de la Lys. Donc, ensuite, il a fallu quand même un peu moderniser la culture. Pas la culture du haricot, tout le monde ne le connaît pas. Simplement une petite question. La surface de ton exploitation totale. J'ai 30 hectares en SEU. D'accord. Et à l'heure actuelle, J'ai 2 hectares en jachère et dans mon année. Parce que j'ai la chance d'avoir des courants qui passent juste là, à la croisée de l'exploitation. Ça évite d'aller dans les fossés. et la part du haricot sur les 30 hectares. Aujourd'hui, je suis à 7 hectares. Donc, un quart, j'ai 28 hectares de culture, c'est un quart de l'exploitation. Et ça représente les 3 quarts du revenu. Ça, c'est pour dire la valorisation du produit. Voilà. Sinon, le travail. Donc là, ça, c'est la culture au mois de mai. Donc, il y a l'implantation au mois de mai de la culture du haricot. Donc, c'est comme un haricot vert. Au mois de juin, on fait un butage pour pouvoir le faucher au mois de septembre. Il y a un désherbage chimique, c'est tout, parce que je suis pas en bio. Des herbages chimiques, mais on fait les faux semis, on fait tout, et j'utilise la demi-dose homologuée. Et après, il n'y a pas de traitement fongicide ni insecticide dessus. Ça, je le fais vraiment si il faudrait. Mais ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. C'est une floraison entre le 1er juillet et le 14 juillet. Donc, pour la biodiversité, il n'y a plus beaucoup d'autres fleurs dans les champs à ce moment-là. Alors, la récolte se déroule au mois de septembre, début septembre. Là, il est presque à maturité et après, il faut le mettre sécher sur les perroquets. Donc, le perroquet, c'est ce qui est la structure en haut. Donc, sur les étapes de travail, donc il y a le fauchage. Donc, c'est tout. Je reviens en arrière. Donc, c'est pas encore bien mis en andin. Alors, j'ai 2 gars qui passent avec une fourche légèrement pour que le tracteur passe bien dessus. Donc, c'est bien fait. Après, on fonctionne plus au tracteur. Donc, on passe à la suivante. Donc, après, c'est la mise en perroquet. Donc, là, c'est la phase la plus fastidieuse de la récolte. Tout est fait à la main. Donc, il faut prendre tous les haricots et les mettre sécher dessus. Vous connaissez, non ? Donc, quand les conditions sont bonnes, je prends un râteau à foin qui arrive à rassembler tout près du perroquet, donc on n'a même pas à faire. Au bout de la fourche, on a entre 5 et 10 kilos, et en largeur, on fait 8 mètres d'un côté, 8 mètres de l'autre. Au bout de la journée, j'ai 18 000 pas à mon téléphone. Et dans les bras. Et dans les bras. Bon, je ne dois pas payer la salle de muscu. C'est ce que je dis à mes ouvriers, mes saisonniers qui viennent. Donc, ben voilà, le séchage, donc c'est quand même assez physique.
Après, on n'impose pas une charge au bout de la fourche. Celui qui en met un peu moins, ça passe quand même. Mais c'est la phase la plus fastidieuse parce qu'on est pressé par la météo aussi. Parce que là, on peut perdre vite la moitié de sa récolte. Alors, est-ce que tu peux expliquer l'intérêt? Pourquoi on met en perroquet? L'intérêt du perroquet, c'est parce qu'il ne pleut qu'un coup de temps en temps dans le Nord-Pas-de-Calais, vu qu'on est sur le Nord-Pas-de-Calais. Et si on le laisse à terre, il y a toujours l'humidité de la nuit. Et pour bien sécher, il faudrait le laisser 8-10 jours à terre. S'il y a une averse entre deux, c'est tout. Et quand il est bien séché à terre et qu'il commence à pleuvoir, si on veut le mettre en perroquet, on n'y arrive pas. Il ne tiendra pas le perroquet. Une fois qu'il est mis, il s'accroche sur le clou, ça s'affaisse sur le côté, ça fait un effet toiture, toit chaume, et il ne pleut pas en dessous du perroquet. Il peut tomber 30 mm, ça au sol, ça perce pas. Donc c'est l'intérêt. Et le haricot se finit tranquillement dans sa juice. Et c'est ça qui fait sa tendreté et sa protéine. C'est le terroir. Donc, ça change aussi la perception organoleptique du produit. Carrément. Parce qu'après, si on le fait sécher à terre, il faut le battre tout de suite, comme ils le font en Vendée. Et si on le bat tout de suite, il y a un grain qui n'est pas sec, il ne tiendra pas. Et après, c'est du séchage artificiel. Donc, le grain, il n'y a plus la même texture, il n'y a plus la même saveur, quoi. Et c'est une exigence du cahier des charges. Donc, la deuxième phase qui était plus fastidieuse aussi, c'était le chargement. Une personne sur la remorque, 2 personnes en bas. J'ai fait tout seul, je prends la photo. Mais il fallait faut tout remettre sur les remorques. Une fois qu'il est en remorque, il s'en va en langueur, là il est à sec, il ne craint plus rien. Et après, il faut le battre. Donc, on le remanipule encore à la photo. Et il y a quelques années, c'était encore le triage manuel. En 2002, on avait quand même monté une CUMA avec une table densimétrique et un calibreur. Bon, ça facilitait le travail, mais on passait des journées à trier comme ça sur une table. Un tapis qui avance tout doucement. 8 heures d'affilée, on embauchait les parents, les beaux-parents. Après, ils ne pouvaient plus venir, ils prenaient de l'âge, donc à ce moment des frais, il a investi quand même le trieur optique au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus de triage manuel. Là, c'était de l'esclavage. On y était encore dans ça il y a 5 ans. 6 ans. Ouais. Donc, pour le chargement, là, j'ai amélioré aussi. Au jour d'aujourd'hui, je loue un télescope, je mets des grandes fourches devant. Donc, au lieu d'être sur la remorque, on fait la remorque à terre, puis après, on le mettre avec le télescope, un peu à la fois télescopique. Donc, j'arrive à faire mes remorques en chargeant un peu d'un côté. Mais je n'ai pas de photo. Ouais, c'est dommage. Donc, sur cette paire-là, on a bien amélioré. Et sur le battage, au battage aussi, j'avais ma batteuse et je faisais des sacs de 50 kg. Donc, il fallait prendre des sacs de 50 kg. On fait 15 tonnes de haricots, ça fait 300 sacs à manipuler. J'avais trié en CUMA, c'était remanipuler les 300 sacs et après encore les manipuler. Donc, c'était trop. Donc, moi, j'ai mis du big bag à la batteuse, enfin, le big bag, les grands sacs plastiques, là, depuis 15 ans, je fais ça. Donc, c'est charger les batteurs sur palette. Et après, à la CUMA, on a investi un transpalette aussi électrique et puis un gerbeur pour plus devoir manipuler les sacs. Donc, on a quand même amélioré, mais il y a toujours cette phase manuelle, c'est la mise en perroquet. Maintenant, je prends du saisonnier. Les petits jeunes qui veulent gagner leur croûte, ils ne doivent pas payer pour faire du sport, moi je les paye. c'est facile à trouver, des gens pour faire ce type de travail? J'utilise en TESA et en groupement d'employeurs le GEC, qu'on a parlé tout à l'heure. Ce matin, ouais. Donc, c'est facile si on considère ces ouvriers. Il ne faut pas être avec le fouet derrière les petits jeunes et puis dépêchez-vous, dépêchez-vous. On va expliquer le travail, une fois qu'ils ont compris, ben, ça va, je ne me plains pas. J'arrive à trouver mon équipe. Cette année, on n'a pas été trop de monde parce qu'il n'y avait pas de récolte, mais l'année dernière, on était une équipe de 8 dans le champ. Bon, il faut crapahuter quand même parce que 8 au bout de la journée, donc c'est à 11 € de l'heure et le GEC, c'est des 7,50 de l'heure. 8 heures d'affilée à 8, ça fait. Il faut financer, quoi. Ça fait du boulot. Ouais, ça fait du boulot. Il ne faut pas s'entêter parce qu'à 8, s'il faut une journée pour faire à 8, tout seul, il faut 8 jours.
Et 8 jours, on va s'écœurer et on va se fatiguer. C'est toujours le même problème. Il faut investir sagement, pour vouloir tout faire tout seul. J'ai fait mon époque à faire le maximum moi-même, et maintenant, non. Et le problème, c'est que ça serait l'agriculture, il y aurait quand même une rémunération, il ne faut pas grand-chose, hein, un petit peu de plus, on ferait vivre beaucoup de monde. Quoi. Voilà, sur la culture de haricots. Et au niveau des autres producteurs de la filière, au niveau de la main-d'œuvre, est-ce qu'ils ont des difficultés de recrutement? Est-ce que c'est un problème ou... Il y en a, c'est un problème. Le recrutement, parce que c'est ponctuel, ça dure 3 jours, 2 jours, 3 jours. Si on arrive au champ et se met à pleuvoir, on a du boulot. Et après, c'est l'envie. Après, ça dépend des producteurs, ça dépend de. Il y en a, ils ne veulent pas prendre de manœuvre, mais c'est dommage. Après, ce qui fait du bien aussi, c'est en TESA, c'est au niveau de la MSA, c'est la simplicité de la démarche et la réduction travailleurs occasionnels. Ça y fait. Ça met quand même moins de frein. Ça, il y a encore parlé de supprimer cette réduction. Ça fait un coût supplémentaire. Autrement, sur l'exploitation, après je fais du légume en temps direct. J'ai investi aussi. Hein, j'ai pas le gros tracteur de 180 chevaux, j'ai un petit motoculteur à 5 chevaux. C'est à hauteur pour les petites caisses, 10 kg. Là, c'est pas 20 kg. Mais il faut faire attention à son dos. Et au niveau pénibilité, est-ce qu'il y aurait encore des améliorations possibles sur la filière ou là on est arrivé au top? Au top, non, on n'est jamais au top. On peut encore avoir des améliorations. Un petit robot qui met en perroquet. Pourquoi pas? Ouais, mais ça serait dangereux pour le producteur, il ferait plus de sport. Ouais, après, tu fais plus de sport. Non, après, il y a sûrement encore quelques améliorations à faire, mais c'est une culture. Au jour d'aujourd'hui, moi, ce que j'entends, je suis le seul à l'aventir dans le secteur, il n'y a plus grand monde qui veut en mettre. On est le seul à faire les guignols dans le champ au mois de septembre, hein, et les patates sont encore à arracher, il n'y a pas de tracteur, il n'y a rien. Donc, ce qui rebute, c'est il faut de la main-d'œuvre, il faut de la main-d'œuvre. Celui qui fait de la pomme de terre, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. En haricot, c'est de la main-d'œuvre qualifiée, mais pas besoin de qualification tracteur et tout ça. C'est la fourche. Et c'est une récolte, tu n'as pas de gros investissement qui est intéressant pour un jeune qui veut démarrer avec une culture sans trop d'investissement. Moi, dans 2-3 ans, je suis en retraite. Si il y en a un qui se pointe, je reprends des 30 hectares, je continue le lago, vas-y, hein, je te guide. Hein. Même un qui n'est pas du métier, hein. S'il y a un amateur. Non, même pas le système à mort, c'est une reprise petit à petit, puis continue dans le truc, il y a moyen de vivre. Il y a possibilité, mais il faut y croire. C'est dur quand on ne veut pas le faire, c'est toujours dur. Voilà. Merci. J'aurais quelques petites questions avant d'ouvrir la discussion à la salle. Juste que vous repreniez un peu tous les deux sur chacune de vos exploitations, je vais donner quelques éléments, mais sur les quantités, entre guillemets, de travail en termes de nombre d'emplois. Repréciser un peu, effectivement, si sur l'année, c'est la même chose ou pas, s'il y a des temps où, effectivement, vous avez besoin de plus d'emplois, si c'est de l'aide familiale ou si c'est effectivement des emplois extérieurs, et si c'est des emplois sur l'année ou des emplois plus précaires sur certaines années. Ce seraient les premières questions pour tous les deux, pour repréciser un peu les choses. Après, j'avais une question effectivement plus pour Romuald sur la qualité plus du travail. Vous nous avez cité différents aménagements qui ont été mis en œuvre pour essayer de diminuer justement la pénibilité du travail. Est-ce que c'est des innovations qui sont mises en place par la pratique, c'est-à-dire qu'en faisant, vous trouvez des moyens d'améliorer et de rendre ça moins pénible, ou est-ce que c'est des choses que vous avez pu voir sur d'autres exploitations que vous essayez d'appliquer à la vôtre? Et puis, dans ces cas-là, plus pour André, c'était aussi faire davantage le lien entre, s'il y en a un, entre le label et les conditions de travail. Est-ce que le label, c'est un moyen de réduire ou plutôt est-ce que ça peut augmenter la pénibilité du travail sur l'exploitation?
Bonne question. À vous. Donc, peut-être sur la quantité d'abord, quantité de travail sur les 2 exploitations, vous nous reprécisiez un peu quelle est. Moi, je suis tout seul avec mon épouse en collaborateur et après, je prends du saisonnier. Et Donc, combien- c'est ponctuel, ça dépend les années. Comme l'année dernière, j'ai eu 9 000 € de manœuvre saisonnière. Cette année, je vais avoir 1 000 € quoi, parce que ma récolte, elle est de surface. Donc, ça peut varier suivant la nature de la récolte. Mais quand il y a plus de manœuvre, il y a plus de produits. C'est mécanique. Non, après, chez saisonnier, c'est une dizaine de jours au mois de septembre et 3-4 jours l'hiver. Puis c'est tout. Et après, j'essaye de. Là, j'ai repris un peu au printemps pour pouvoir me mettre des horaires et à 6 h du soir, terminer ma journée. Pas m'en mettre plein et le week-end, je ne travaille pas. J'essaye, sauf quand il y a la récolte de lingots, c'est le dimanche, j'y vais. Mais je ne prends pas de manœuvre parce que là, c'est supplémentaire et ça coûte trop cher. Et puis, on a droit, quand on a trimé toute sa semaine, on a droit à son dimanche. Il faudrait vraiment des conditions exceptionnelles. Si tu veux une récolte, nous, c'est notre salaire. C'est le salaire de l'année, donc c'est pareil. Hein. Donc, pour moi, il faut essayer de finir sa journée. Il ne faut pas toujours s'en mettre, comme on a dit tout à l'heure, pas toujours s'en mettre plein la figure. Parce qu'il arrive un moment où on va s'écœurer. Si on s'écœure, après on ne fait plus du bon boulot et on va prendre la main. Donc, la deuxième question, C'est le lien entre le label et la pénibilité du travail. le label ne fait pas le travail plus pénible ou moins pénible. Il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun sur les impact. conditions. Pour moi, le label, c'est. J'aurais pas de label au jour d'aujourd'hui, je mettrais 30 arts de haricots, il y aurait bien assez. Il y a la concurrence de l'importation. Et ce n'est pas une culture qui attire les foules en ce moment. Ça peut changer avec la conjoncture. Mais bon, je suis un irréductible. Tout le temps que j'en fais, je ne vais pas arrêter net dans ce truc-là. Il faut croire à ce qu'on fait. Là-bas, il faut y croire. Un label, il faut y croire. Il faut accepter qu'il y a eu un problème. Cette année, il y a un problème de météo. Il faut l'accepter. Il y a moins de rendement. Enfin, de petites restrictions. Et Rombal, du coup, en termes de quantité, et puis après, sur la qualité. Sur la quantité de travail, moi, je suis pareil, je suis tout seul. Ma compagne ne travaille pas sur la ferme. Et depuis l'année dernière, on a créé un poste salarié avec 2 autres collègues pour avoir de l'emploi partagé, mais annualisé. Du coup, on a à nous 3, on fait un 65% d'un temps plein, avec une personne qui ne cherchait pas plus que 65% d'un temps plein. Alors pour aussi gérer un peu les pics de travail, les périodes où il y a un peu plus de choses à faire. Par contre, là, on a laissé, on dit à la salariée, tel jour, j'ai absolument besoin de toi. Et en fait, après, elle a le reste de ses heures, elle les fait, c'est elle qui gère son planning. Donc, comme c'est une mère célibataire, ça matche assez bien entre ses besoins pour s'occuper de ses enfants, nous, les besoins qu'on a sur les fermes, on arrive toujours à trouver des arrangements et on a stabilisé justement en passant par le groupement d'employeurs et en s'engageant à la prendre chacun dans sa ferme pour un volume horaire établi. Non, on passe par le Et les Olympiens, ils donnent un coup de main? Trop. Trop? Après, on parlera de qualité du coup de main aussi. En fait, l'idée avec les Olympiens, c'est que sur les actes de récolte, en tout cas de production, il y ait 4 ou 5 temps dans l'année où on partage un moment. C'est-à-dire qu'on va faire un chantier qui me prendrait une semaine, on va le gérer avec les Olympiens, ça va nous prendre 2-3 heures. L'idée, c'est pas tant de réaliser la tâche, mais plutôt de partager la réalisation de la tâche. Et d'arriver à faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'on a décidé de manger tel légume que parce qu'on met la graine dans le sol, le lendemain, on récolte le légume. De partager ces moments-là, ça permet de voir en fait qu'il y a une corrélation entre
le moment où on va faire le travail, tout ce qu'on va faire pour amener le légume au moment de la récolte. Et qu'il y a un temps entre les deux, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et en étant comment dire, sur des consommateurs qui ne voient que le produit fini, on ne peut pas avoir cette discussion des complexités de la production agricole. Alors que là, en partageant ces moments-là, on partage un moment où on travaille ensemble, un moment du repas où chacun, on fait une grande auberge espagnole, et l'après-midi où en général, ça finit plutôt en discussion, un moment convivial, mais justement pour pouvoir partager ce que c'est le métier d'agriculteur et toutes les contraintes qu'on a, que ce soit météo, que ce soit de production. Enfin, donc d'avoir quelque chose qui n'est pas, comment dire, je ne vais pas dire que ce n'est pas significatif, le volume de travail que les Amapiens peuvent amener, mais ce n'est pas la première recherche en tout cas. Ça permet de faire voir comment ça pousse. C'est ça. Et puis les herbes. Ils trouvent ça pénible en plus. Ils trouvent ça pénible, non? Ils Oh, disent pas. 40 degrés. Il y a fait ça un jour, il y a fait 40 degrés. C'est assez marrant parce que des fois, c'est sur des tâches où les gens vont dire j'ai fait ça 1 heure, je suis mort. Et puis là, je dis moi, je fais ça toute la semaine en fait. Donc, c'est justement se rendre compte en fait de la réalité de ce métier en le faisant simplement. Et ce qui est important, c'est que l'implication des Amapiens est contractuelle. C'est-à-dire que nous, quand on signe le contrat de l'AMAP, c'est expressément dit, l'Amapien s'engage à participer aux distributions. Les distributions, c'est combien elle ramène les caisses en caisse, et puis il ne s'occupe de rien, et c'est les Amapiens qui chargent de faire ces distributions. Et on s'engage à 3-4 chantiers par an. De fait, il y a un tiers des Amapiens qu'on n'a jamais vu dans un chantier, et ça n'a jamais été sanctionné entre guillemets. Donc c'est chacun libre de son investissement. Et puis le deuxième volet, qui n'est pas nécessairement lié complètement à une concrétisation dans une charge de travail effective, mais c'est un soutien financier aux projets de Romuald qui peuvent alléger sa charge de travail. Typiquement, c'est la serre multichapelle. Le coût de revient, c'était 30 000 € à peu près, un peu plus de 30 000 € de projet. Et ça a été discuté en assemblée générale avec les Amapiens sur l'intérêt de faire le projet, les conséquences environnementales, économiques, production, qui a abouti à un financement collectif. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de passer par une banque pour aller financer ce projet, mais c'est une cinquantaine d'Amapiens qui ont prêté, c'est pas du don, mais c'est vraiment du prêt d'argent pour que ce projet puisse se faire. Donc, ce qui est remarquable, c'est que en combien de temps tu as eu le fric? En 3 semaines de temps, 3 semaines. On avait bouclé la tête. Bon, ce qui montre aussi le niveau CSP+. Il y avait des banquiers peut-être dans les Amapiens. Il y avait des généraux de la terre. Tous les dons sont anonymes, parce qu'on ne fait pas que la détention. Et donc ça, pour le paysan aussi, c'est une marque de soutien fort sur les conditions de production. C'est du progrès. Oui, très transformateur. Et c'est aussi une manière de se projeter dans le temps avec le paysan. C'est-à-dire, on vous accompagne sur 5, 6, 7 ans, ça dépend du temps qui sont prévus. Et c'est aussi le chantier de la serre a duré, multichapelle. On a remonté la multichapelle sans passer par les techniciens de montage qui facturent horriblement cher leur service. Et on a mis 7 semaines non-stop. Samedi, dimanche compris, là, pour le coup, parce qu'il y avait l'obligation que ce projet il soit mis en place le plus vite possible. Hein. Et avec des Amapiens qui passent, quelques-uns qui sont venus une fois de temps en temps, d'autres qui sont venus plus souvent. Et c'était vraiment un chantier ouvert pendant 7 semaines, avec le technicien qui m'a vendu la serre, qui passait régulièrement pour essayer de me vendre quand même la prestation de montage, et qui tirait un petit peu la gueule à chaque fois qu'il voyait qu'on avançait sans lui. Et ça n'a pas été fait. Ça allait bien monter. Oui. Parce qu'après, il y a une vérification de certification. L'assurance, au moins, il faut savoir si c'était correctement fait. Donc ça, c'est sur la question du rapport aux Amapiens. C'est vrai qu'il y a un fonctionnement assez transparent et ouvert avec le paysan. On a régulièrement des temps où on discute sur les types de produits qui sont demandés.
le prix du panier, enfin bon, tout ça est négocié. Et c'est aussi ce qui peut expliquer la relation de confiance qui s'est établie avec les paysans au fur et à mesure, et puis le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de rotation. On sait pourquoi on s'engage, on sait auprès de qui on s'engage, et ça facilite aussi la sécurité professionnelle du paysan, parce qu'il n'est pas dans l'incertitude complète chaque année de se dire est-ce que je vais trouver les Amapiens, est-ce que si je demande un coup de main, ils vont venir, etc. Sachant que le réseau des AMAP ne donne aucune obligation de fonctionnement des types d'AMAP, hein, et qu'il y a des AMAP qui sont dans des formes d'organisation complètement différentes où on ne sollicite pas les AMAPiens, il n'y a pas d'échange avec les paysans. Donc, il n'y a pas de certification, entre guillemets, de ce que serait une AMAP. Et oui, sur les sources du coup d'innovation, est-ce que c'est des choses qui sont imaginées sur l'exploitation? Est-ce qu'il y a des échanges avec d'autres exploitants pour imaginer des innovations? Comment elles sont mises en œuvre? Ça peut être un peu tout, parce que ça peut être suite à une visite chez un collègue et de voir une installation qui a été mise en place pour se faciliter la tâche, puis de voir si c'est transposable dans mon organisation et sur le matériel que j'ai déjà. Ça peut être des innovations collectives où on se réunit à plusieurs et puis à se dire on a ce problème-là qui nous est commun, on se met autour de la table puis on essaye de trouver une solution et dans l'idée de collectif de pouvoir trouver la solution pour nous mais aussi après pouvoir la diffuser pour les autres. Donc ça peut être juste, moi je bricole énormément. Je pense qu'en hiver, je passe autant de temps, dès que la lumière du soleil ne me permet plus de travailler dehors, je suis dans mon atelier à bricoler ça peut être des outils, ça peut être des supports pour travailler, vraiment de tout et n'importe quoi pour essayer de s'améliorer au niveau des conditions de travail, de la pénibilité. Donc, j'ai pas une source de récupération d'informations, c'est vraiment multi-sources et puis en fonction des rencontres qu'on fait aussi. Après, je suis investi au niveau de l'atelier paysan, donc je suis souvent sur la réflexion des technologies partagées. Donc d'être sur une idée qu'on se met à plusieurs parce qu'on a un problème commun, on trouve une solution, et que cette solution, elle doit être diffusable pour pouvoir profiter à tous ceux qui ont la même problématique. Les questions de temps de travail, il n'y a pas de moment où tu es débordé ou... Non, parce que c'est plus en fait la question, c'est que tous les ateliers que j'ai mis en place sur la ferme, l'idée c'était d'arriver sur chaque atelier à identifier les pics de travail et trouver un moyen pour relier la pointe du pic pour la mettre dans les parties plus calmes de l'année. Donc de réduire la surface du maraîchage, ça m'a permis de réduire les pics de début de saison en plantant des arbres fruitiers où les pics de travail sont plutôt au niveau de l'automne et puis de l'hiver pour la taille. Donc ça me permet en fait d'avoir un temps de travail qui reste assez stable toute l'année avec simplement dans ma semaine de boulot une part de production maraîchère qui est plus ou moins importante en fonction de la période, puisque aux périodes où c'est plus calme sur le maraîchage, en général, je vais travailler plus sur la partie argot ou sur la partie entretien de matériel et bricolage. Ouais. On est dans les serres, quand il pleut, tu arrives dans les serres. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai une question pour chacun d'entre vous qui dézoome un petit peu la thématique de la pénibilité, mais vous avez mentionné le fait que vous employez vos personnes tous les deux via le même système, le GEC. Monsieur Bott, comment vous faites pour vous organiser dans votre organisation en général avec les autres exploitants pour ne pas surexploiter la personne que vous employez au même moment? Enfin, il y a 0,65 ETP, vous avez dit, du coup, j'imagine qu'il y a des moments où vous en avez besoin en même temps. Et monsieur Charles, est-ce que vous constatez est-ce que vous avez les mêmes personnes qui reviennent chaque année? Est-ce qu'il y a une montée en qualification ou c'est tous les ans des saisonniers différents?
Tous les ans, ce n'est pas les saisonniers différents. J'en ai qui sont fidèles, qui reviennent. Après, au niveau du GEC, donc ça, c'est en TESA, c'est des jeunes, donc pendant 2-3 ans, en fait, ils font des études, donc ils ne peuvent plus venir, ou bien ils ont un boulot extérieur. Et bon, souvent, il y a du renouvellement. Je n'ai pas besoin de reformer la totalité de l'équipe. Et au GEC, c'est pareil. Là, je demande quand même les personnes formées, puisque je les ai formées au lingot, il n'y a personne d'autre qui les a formées. J'essaye de garder les valeurs sûres. Mais je suis ouvert à en former d'autres, hein, parce que nul n'est irremplaçable. Donc, moi, je peux m'absenter du chantier, ça va tourner. Et c'est important, et ça valorise aussi le salarié. Il faut savoir lui donner un travail valorisant. C'est monotone, une fourche pendant une journée, allez, hop, hop, on est au grand air, on a le short, les baskets, mais c'est pas valorisant, c'est quand même une journée complète. Donc, il faut savoir le fidéliser, il faut savoir être à l'écoute, et puis on essaye de le soulager le plus possible, mais la fourche, bon, ça, je n'arrive pas à faire un autre système. Non, autrement, c'est intéressant quand c'est fidélisé. Après, moi, j'ouvre la porte à tout le monde. Une fois que j'ai mon quota de salariés, je n'en prends pas trop quand même. Il faut savoir gérer. Donc, sur le côté salarié, en fait, des fois, je n'ai pas l'impression que je sois le patron dans la relation, parce que j'ai pris une salariée qui a, on va dire, qui a du caractère. Et on a fait le choix avec les collègues avant de créer ce poste, de prendre ce poste en commun, on s'est réunis pour regarder un petit peu à quelle période on avait besoin. On fait tous les trois le même boulot, on est tous les trois maraîchers, donc les périodes de pic de travail sont les mêmes. Par contre, on est deux à faire des formations en hiver, à être formateur, formatrice en hiver. Du coup, moi, j'ai des besoins qui sont presque plus importants sur les périodes hivernales que sur les périodes d'été. Et après, on a pris la décision de ne pas gérer, les dépôts d'heures. C'est la salariée qui se débrouille avec ses heures. Et clairement, en fait, on n'est jamais tombé un jour où on a été à 3 à avoir besoin de personne. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper suffisamment à l'avance quand on sait qu'on va avoir une journée où il faut absolument que la salariée soit là. En fait, on va très vite déjà lui dire, savoir si pour elle c'est possible, et on va le dire aux autres du groupe pour s'organiser. En fait, comme on se connaît bien et on s'entend bien, on arrive toujours à trouver en fait le moyen de s'arranger. Si c'est pour nous remplacer pour une distribution, le jour il est incompressible. C'est forcément ce jour-là qu'on a besoin de la personne. Par contre, si c'est par exemple pour faire une récolte, on peut très bien dire si ce jour-là c'est pas possible, on le fait la semaine d'avant, on le fait la semaine d'après. On n'est pas sur des besoins hyper précis ce jour-là particulièrement. Donc jusque-là, on n'a jamais eu de souci. Même cet été, par exemple, pour tout ce qui était congé, on a réussi à s'arranger pour que tout le monde, que les 4 personnes du groupe, on arrive à prendre, les 3 personnes, 3 employeurs et la salariée, à prendre des congés pendant le juillet-août sans jamais se trouver à être à un moment à se dire il faut qu'elle soit à 2 endroits différents parce qu'on prend des congés en même temps. Donc pour l'instant, ça marche assez bien. Et l'idée, c'est aussi de se faire des points tous les 6 mois. En fait, on se fait une réunion à 4 pour voir qu'est-ce qui a posé problème sur les 6 mois qui viennent de passer, comment on peut améliorer les choses, qu'est-ce qu'on met en place pour l'année prochaine, comment on essaye d'anticiper le plus possible les besoins et à quelle période on va avoir besoin. Et puis, pour l'instant, ça marche assez bien comme ça. J'avais une question pour vous, M. Charles, du coup. Je ne connais pas du tout la filière dingo et ça m'intéresse parce que, en gros, je me demandais si vous avez consulté par rapport à tout ce qui est, protéines végétales, on en parle de plus en plus, et surtout dans la région, là, je crois qu'il y a un plan protéines végétales. Est-ce qu'on vous consulte, vous ou d'autres personnes du label à ce propos? Est-ce qu'il y a des liens Consulter au niveau des consommateurs non, plutôt sur comment on peut remettre ces filières au centre un peu de la cible. C'est un peu, on ne vient pas nous voir, c'est nous qu'on va les voir pour essayer de maintenir la filière, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter des nouveaux producteurs, très peu. Ouais. Et dans 3 ans, ou 2, 3 ou 4 ans, il y a quand même 3 gros producteurs qui vont s'arrêter. Comme moi, le premier, c'est 7 hectares, la filière, c'est 60 hectares.
Donc il y a 20 hectares qui s'arrêtent dans 3 ans. Il faut les remplacer, sinon la filière elle est morte. Comment vous expliquez la difficulté à avoir de nouveaux producteurs? La nature des exploitations. Aujourd'hui, si une exploitation de 100 hectares avec 30 hectares de pommes de terre lingots, ça tombe en même temps. Le gars, il ne va pas le faire. C'est fait pour des petites exploitations ou des moyennes. Mais il ne faut pas toutes les cultures qui tombent en même temps, la récolte. C'est le même problème. Donc c'est nous qu'on va au-devant de la région. Et moi, je suis fatigué à la région. Attendez pas qu'il n'y ait plus de filière lingot pour 10 ans après dire tiens, on va remettre du lingot, on va mettre du pognon. Donner le pognon avant. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas de réaction du politique. Il faudrait qu'ils viennent sur le terrain, mettre en perroquet pendant 8 jours. Là, ils comprendront. Mais non, mais si je vais à la région, demander une subvention, un dossier comme ça, celui qui va pour un gros tracteur, une grosse machine à patates et tout, bon, il va avoir la subvention. Moi, je vais pour 5 fourches, allez, à 30 balles ou 40 balles, ben, je vais pas avoir de subvention. On ne va même pas me donner 10 balles pour une fourche. Alors, il y a plein de caractéristiques qui collent bien quand même au tournant Regardez actuel. les protéines végétales dans la mode végan, l'importation qui va coûter beaucoup plus cher. Et puis, ben, il n'y a plus de chauffage, donc il faut manger des lingots pour avoir bien chaud. J'ai la réponse un peu, moi. Hein. Non, mais bon, il y a de l'avenir, mais il faut le vouloir. C'est comme une AMAP, si on n'y croit pas, ben, ça ne marchera pas. Moi, je fais du lingot. Si je m'arrête sur les bananes que j'ai prises, ben, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Je me demandais juste comment vous avez commencé, pourquoi vous avez fait ça au départ. Est-ce que c'était prospère à l'époque où vous avez commencé? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que... J'ai arrêté l'école, j'ai 41 ans de cotisation. Donc en 82, on mettait du haricot blanc, jusque en 2012. Non, en 92, j'avais une récolte juste installée. Une feuille, c'est pas moyen de les vendre. C'est Asman qui a acheté ça, ma récolte 92 en juillet 93, à 2 francs 50. J'ai encore la facture. On ne gagne rien. Parce que là, on ne gagne rien. Maintenant, on est quand même à un prix qu'on gagne sa croûte, sauf un silver météo. Mais c'est ce qui m'a donné pas des trop gros investissements, parce que bon, quand on fait une reprise, plus 30 hectares à reprendre, c'est conséquent. Rachat de tracteur, matériel, il ne faut pas tout changer. Après, on se met pas beaucoup. Donc, j'ai fait mon période de reprise, c'était à combien la reprise 20 000 francs. Donc, 3 000 euros. La reprise, c'est le droit de cultiver, c'est tout. Ce n'est pas en propriété, ce n'est pas un achat. Donc, 3 000 euros, donc 90 000 euros. Acheter un tracteur, du matériel, changer tout, bon, ben, il y a eu des années difficiles. Mais si c'est. Vaut mieux les avoir au départ, les années difficiles. Au moins, on est vacciné. Après, on ne fait pas n'importe quoi. Sinon, on se tentait aller trop loin. Et après, on se met du boulot au-dessus de la tête et puis ça ne va pas bien. Donc, voilà, c'est. Je réponds bien. Ouais. Il y a d'autres questions? Avec Pépé Le Mat. Vous connaissez Pépé Le Mat? C'est la chroniqueuse sur France Bleu qui a fait plus maintenant dans la télé. Elle était dans le champ, elle lui a envoyé une vidéo, elle lui a parlé. Il n'a pas venu. Je me demande qu'ils viennent. C'est la révolution. Non, pas une révolution. C'est une réalité fermée parce que malheureusement, l'agriculture est dirigée par des politiques qui ne sont jamais été sur le terrain. Sauf aller sur une machine à pommes de terre, sur un déterreur pendant une demi-journée seulement, ils sont morts. Là, c'était 1 heure, ils sont morts. Une demi-journée, aller mettre en perroquet une demi-journée, venir battre du haricot, venir battre du lingot, donc ça fait bien de la poussière, une demi-journée. On irait quand même, au bout de 2 heures, j'arrête parce que je ne vais pas le faire mourir. Après, ils comprendraient, on ne demande pas l'aumône, mais il ne faut pas grand-chose. Donc, toute cette petite culture-là, c'est le temps qu'on fait de l'agrandissement des exploitations, parce qu'on est rempli. On est en train d'éclairer tout le monde. Et l'agrandissement est provoqué par le système de la PAC, qu'on ne changera pas parce que c'est tous les gros qui sont derrière. Plus qu'on a d'hectares, plus qu'on gagne. Le jour où on donnera à l'exploitation 1 hectare en AMAP, 30 hectares en conventionnel ou 100 hectares, la même somme déjà à l'exploitation, 80% à la surface, 20% à la surface.
Ça ira beaucoup mieux. Rien qui ferait la gueule. Vous parlez des grandes cultures, des grandes exploitations qui sont plutôt orientées vers les circuits longs. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Vous les vendez à qui, vos lingots, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Assement-des-Prés qui est adhérent de l'association. Donc, l'emballeur doit être adhérent de l'association. On n'a que Assement-des-Prés. Donc, mais il faut savoir que ça, c'est… Circuit long. C'est circuit. Circuit long. Ouais. C'est des circuits longs à ce moment. Parce ouais, que ça va se retrouver dans les magasins. ouais, c'est Merville, c'est court. Oui, mais Mais on est au nord de Paris. ouais, mais c'est quand même diffusé sur toute la France. Parce qu'il y a… Ouais, mais c'est plus au nord de Paris. Parce que Ouais. il y a le Lingot du Nord. Dans le Nord, il y a la Mogette de Vendée, le Castelnaudary, Chacun son et rayon. puis le Paimpol. Et après, il y a quelques petits bassins, mais il n'y a presque rien. On produit que 10% de ce qui se consomme en France. Mais vous Dans les n'avez- boîtes, c'est de l'importation. vous n'avez pas du tout de vente directe. Il y a un peu de vente directe, mais ça, c'est les… Dans mon secteur, celui qui me connaît, il vient chercher ses lingots, parce que je suis le seul à en faire dans le secteur. Mais après, je n'ai déjà envoyé par la poste. Le maximum que j'ai fait, c'est 50 kilos par la poste. Enfin, Il s'en souvient. non, mais ça. Non, mais bon, celui qui a envie, c'est celui qui a envie de manger du lingot, il va en trouver. Il va faire, s'il passe dans le coin, il va venir en chercher. Il faut en avoir envie. Après, il faut connaître les astuces. Donc, c'est pour ça que le contact de vente directe avec le producteur, vous venez, quand c'est du battage, vous prenez 10 kilos de lingots pour l'année, vous mettez dans le congélateur, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus d'achat à faire, vous avez besoin, vous prenez, vous commencez à faire cuire. Oui, j'en ai su. Ça prend la place. Non, ouais, mais c'est pas emballé et suremballé. Hein, moi, il n'y a pas de suremballage. Si vous avez une entorse, vous mettez dans un paquet et vous pouvez le mettre au pied. Il y a d'autres questions. Mais après, pour revenir, parce que Assement-des-Prés, c'est la boutique qui a créé le label avec les agriculteurs. Donc, on est toujours en relation pour le prix d'achat à nous, le prix de vente, c'est transparent. Ça, depuis 26 ans, je travaille avec, je n'ai jamais eu de souci de marchandises ni de paiement. Très important. Quand vous dites que c'est transparent, c'est parce que vous fixez vous-même votre prix? Ce n'est pas nous qui fixe, c'est le prix de revente. Parce que si on nous met 10 € le kilo, ben, en magasin, ça va se retrouver, vous multipliez par 5. Ça sera 50 € le kilo. Là, le consommateur, il ne va plus acheter. Donc, il faut être raisonnable, il faut trouver le juste milieu. Et moi, j'arrive maintenant, avant, c'était des sacs de 50 kilos. Bon, maintenant, je prends même plus rien, j'arrive, j'ouvre la benne, il prend le big bag et il pose sur le pied, terminé, c'est pesé. Évolution. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais en profiter. Du coup, sur le… J'ai une dernière question, mais Non, vas-y, ce sera. c'est par rapport à la map. Je me demandais ce que ça donne d'être en AMAP. Est-ce que on fait quand même pas… En fait, ça dépend de ce que vous voulez vous aussi, mais est-ce qu'on fait partie du groupe agriculteur du même coin ou est-ce que ça sépare ou est-ce que même vous ne voulez pas en faire partie, c'est possible aussi? Genre, ça donne quoi par rapport au… Et du coup, je vais compléter parce que ma question était c'est pourquoi à cette époque avoir fait le choix de la map? Pourquoi vous êtes lancé dans ça? Et du coup, est-ce que, enfin, dans les enquêtes qu'on peut faire, on entend souvent que les circuits courts, quelle que soit leur forme, on va dire, même s'il y a des variabilités, justement, ça joue sur le niveau d'acceptabilité de la pénibilité du travail de l'agriculteur. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, que vous considérez? Ou est-ce que pas vraiment, et c'est d'autres raisons qui ont joué sur ce choix de mode de commercialisation? Alors, pourquoi partir par rapport au fait des autres agriculteurs, en fait, donc quand je me suis installé, je ne suis pas fils d'agriculteur, ni je crois qu'on avait remonté à 8 générations sans retrouver d'agriculteurs dans la famille. Du coup, quand je me suis installé, j'ai fait plutôt la mouche qui vient se poser sur le gâteau que le collègue en plus dans le secteur. Donc, j'ai très peu de relations avec les agriculteurs immédiatement autour de la ferme, en tout cas quand je me suis installé, simplement parce que le milieu agricole est un milieu assez fermé. Ça se négocie, il y a beaucoup de choses qui se négocient sans que ça se sache à l'extérieur. Et du coup, en arrivant sur
sur la ferme, enfin sur la terre où je suis arrivé, ça a vraiment été pris comme un extérieur qui vient à un endroit où j'avais rien à y faire. Et en bio dès le début. Hein? Et en bio dès le début. Bah, j'ai demandé la conversion du terrain en même temps que mon installation. Donc, et pour l'histoire, moi je suis arrivé sur une parcelle qui était officiellement une réserve foncière pour créer de la zone d'activité, donc qui avait été préemptée par la métropole de Lille 25 ans avant, qui n'a jamais été construite, et où en gros la métropole fermait les yeux sur le fait qu'il y ait un gros agriculteur du coin qui cultivait la parcelle, sans payer de loyer du coup, et en échange, eux n'avaient pas d'entretien de parcelle à faire. Donc ça arrangeait tout le monde, c'était je ne regarde pas, on ne me voit pas. Quoi, quand je suis arrivé, qu'on m'a donné la parcelle, on m'a demandé à la grille de dire, bah, voilà, vous avez profité, moi je ne l'avoue pas, vous avez profité entre guillemets de la parcelle pendant 25 ans sans payer de loyer, maintenant on en fait quelque chose, donc vous laissez la place. Donc c'est toujours mon voisin qui est juste derrière, donc ça n'aide pas les très bonnes relations, puisque le défaut des fermes qui s'agrandissent, c'est que le moindre petit morceau, c'est indispensable de le garder. Et c'est des principes où il y a des fermes qui vont diversifier leur activité, essayer de vivre correctement avec ce qu'ils ont, et d'autres qui vont prendre la logique que pour vivre, il faut être de plus en plus gros. Donc reprendre un morceau à une grosse ferme, c'est très très compliqué. Et après, pourquoi être parti sur le système AMAP? Moi, j'étais militant dans une asso qui est maintenant qui s'appelle Initiative Paysanne, qui est ici à Arras, sur l'installation hors norme, c'est-à-dire tous ceux qui s'installent sur des projets alternatifs, sur des petites fermes, sur des gens qui vont s'installer hors cadre familial, donc pas forcément des gens du milieu agricole qui reprennent la ferme des parents. Et on avait travaillé justement sur qu'est-ce qui bloque pour s'installer en région. Donc l'accès aux terres, il y a eu Terre de Liens maintenant. L'association avait un fonds pour faire du prêt d'honneur. On dit en fait ce qui nous manque, c'est la commercialisation. C'est comment c'est bien d'installer une ferme, mais si derrière on pose quelqu'un, on lui donne des sous pour acheter son matériel, pour lui travailler, mais qui ne vend aucun de ses produits, en fait la ferme elle n'est pas durable sur le temps, quoi. Donc c'est une des salariées de l'époque de la structure qui m'a donné un livre qui parlait des AMAP, simplement. Donc la première AMAP en France, c'est 2001. Nous, on a créé l'AMAP des Web en 2007. Et je me suis, j'ai commencé à m'intéresser aux AMAP, on va dire, en 2006. Et on avait trouvé que, au niveau modèle économique, c'était vachement intéressant de dire on peut créer une structure et on la solidifie parce qu'on va sécuriser la commercialisation. Et donc, ça a fait que rajouter une difficulté de plus à mon installation, de dire on va aussi créer un mode de commercialisation qui n'existe pas dans la région. Donc, avec tous les a priori que tous les gens que j'ai pu rencontrer à l'époque avaient, avec un système de vente où on demande aux gens de s'engager, de payer à l'avance et de soutenir quelle que soit la production. Quand je suis arrivé devant le banquier pour demander un prêt d'installation, ça a vraiment bien fait rire. Donc, c'était aussi l'idée de montrer en fait que c'était possible de s'installer sur des petites fermes, d'arriver à en vivre et d'avoir un système de commercialisation avec des gens qui s'engagent plus loin que juste dire je prends mon produit, je le paye et je me casse. Non, maintenant c'est quasi. Maintenant c'est quasi, il n'y a même plus besoin de voir le paysan. Et comment on fait pour recruter les premiers AMAPiens, c'est facile? Les premiers, on a été à la pêche, vraiment. On a fait une conférence de presse où on a balancé en fait aux journalistes, enfin tous les journaux qui sont sur l'île. Et on a fait une conférence de presse à Lille avec du coup une explication de ce que c'est le système AMAP. Donc c'était un peu marrant parce que du coup tous ceux qui se sont pointés, c'était des chargés de mission de tel organisme, des salariés de telle association, du développement durable, de l'économie sociale, vraiment des assos environnementales. Et c'est des gens qui sont venus à titre professionnel et qui sont restés à titre personnel après. À la fin de la réunion, on a dit ouais, on voudrait créer une AMAP ici. On avait fait une projection de film, on avait eu un petit débat. On dit maintenant, on veut faire du concret, qui est partant. Et il y a plein de gens qui sont restés alors qu'ils n'étaient pas du tout venus par la porte, je vais m'investir personnellement, et plutôt je suis missionné par mon chef pour aller voir ce qui se passe
sur ce truc-là. Donc, ça a été un peu les premiers AMAPiens. Ce qui était pratique, c'est que du coup, on a eu comment dire, des portes qui se sont ouvertes un peu plus facilement parce qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur pour nous ouvrir la porte quand on allait toquer. Donc, on a fait la première année où il y avait 22 AMAPiens sur un contrat de 6 mois avec une distrib sur 2, une distrib tous les 15 jours, parce que j'avais pas ce terrain-là n'était pas encore, je ne pouvais pas encore m'installer dessus. Et je me suis installé sur ce terrain en 2008, où on a fait la même chose, on a recommencé une journée à diffuser les informations, à faire une soirée débat et à trouver les nouveaux adhérents en fait, pour agrandir le nombre de paniers. Et maintenant, ça se fait en grande partie par bouche à oreille. On ne fait pas de communication particulière, c'est souvent soit des gens qui nous croisent sur des salons, sur des manifestations, soit qui viennent nous voir à la distribution, soit des amis de la famille d'AMAPiens qui sont embarqués dans l'histoire. Et là, on est arrivé au maximum ou il y a encore possibilité d'avoir plus d'AMAPiens? Moi, plus d'AMAPiens, non, parce que du coup, le nombre d'AMAPiens, il est directement lié à ce que le terrain est capable de produire. Et que, à moins que les AMAPiens mangent 2 fois moins, et à ce moment-là, je pourrais doubler le nombre d'AMAPiens, mais en fait, c'est un des choix en fait, où… Mais comme les produits sont bons, ils mangent plus. Ouais. Quand on discute avec les AMAPiens, le deal global, c'est pour produire ce volume de légumes, j'ai besoin de ce volume financier pour tenir l'année. Et après, c'est dans leurs mains de choisir en combien ils vont le diviser ou à quel prix ils veulent payer leur panier. Mais en tout cas, la somme globale, elle doit être couverte. Donc, s'ils décident demain d'être 2 fois moins, le panier est double. S'ils décident d'être 2 fois plus, le panier il diminue par 2. C'est un choix directement lié entre ce que les gens sont prêts à mettre dans leur alimentation et le volume de légumes que ça représente par rapport aux besoins qu'ils ont sur une semaine. Makini, ce matin, il disait qu'il y avait besoin d'à peu près de 300 familles pour écouler la production de 20 hectares. C'est un chiffre que vous trouvez sur l'exploitation ou pas? Moi, je suis sur 70 familles sur l'exploitation. Ah, donc on n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Non, mais Benoît, il est sur une ferme un peu moins diversifiée. En tout cas, moi, sur 1 hectare 2, il doit me rester peut-être 6000 mètres carrés de maraîchage en extérieur. Et après, il y a tous les différents ateliers, en fait. Donc, l'avantage que ça a, c'est qu'au lieu, si j'avais 100% de ma surface en production de légumes purs, je produirais beaucoup trop de légumes pour 70 familles, alors que le fait d'avoir de la diversification, quand je mets des pommes, des poires dans le panier, j'ai des raisins, du kiwi, je fais des champignons, en fait, quand on met ça dans le panier, ce n'est pas un légume, c'est un truc qui vient compléter ce que les personnes ont besoin sur leur semaine. Donc, ça me permet en fait d'avoir potentiellement un prix de panier plus élevé parce que je ne suis pas que sur la fourniture du panier légumes. Alors que sur la production sur Vertige, c'est quasi que du légume. Du coup, le panier moyen en légumes, il est le même. C'est juste que voilà, moi, j'ai les à côté qui me permettent d'avoir un prix de panier un peu plus haut. Ça suffit. J'avais une question parce que vous dites que vous avez un peu étudié les AMAP du coup avant d'en faire une vous-même. Et nous, je sais que sur notre territoire du coup, rural, il y a eu une tentative d'AMAP qui a buté. Donc c'était pendant et après le confinement, donc il y a peut-être eu aussi la variation que tout le monde a connue. Mais je me demandais si vous avez des éléments dans le rural, comment dire. En gros, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a quand même un soutien culturel à l'agriculture dans certains espaces, mais du coup, ça pourrait se matérialiser par des AMAP, enfin, pourquoi pas dans des villages et tout, et j'ai l'impression qu'il y en a peu, alors peut-être que je ne suis pas renseignée, enfin, comment vous voyez ça loin des villes? C'est le problème principal des AMAP, c'est que ça marche très bien quand il y a une grosse agglomération à proximité, simplement parce que les contraintes qu'on met sur le système AMAP, c'est-à-dire de s'engager à l'année, de payer à l'avance, d'être solidaire de ce qu'il y aura dans le panier. C'est-à-dire que si le panier, cette année, on a une super saison et le panier il est débordant de légumes, il y a plus que ce qui était convenu et le prix ne bouge pas. Une année catastrophique, le panier est moins beau et le prix ne bouge pas non plus. Donc ça, c'est quand même des contraintes. On ne choisit pas ses légumes à la semaine. Moi, quand je prépare le panier, c'est tel légume est bon à être récolté, ça va dans le panier et ce n'est pas forcément le légume que chaque personne va attendre. Du coup, ça fait quand même une multitude de contraintes qui va faire que sur une population, sur une quantité de population, on va d'office
avoir des gens qui ne seront pas intéressés par ce système-là. Donc, si on prend une population avec 100 000 habitants ou si on prend un village avec 1000 habitants, si on a à peu près le même pourcentage de gens intéressés, seulement on n'a pas le même panel de départ. Et en fait, il y a énormément d'AMAP en milieu rural où c'est très compliqué d'être en 100% AMAP. Où souvent, les producteurs ils vont avoir une partie de leur production qui part en AMAP et ils sont obligés d'avoir soit un marché, soit de vendre à une coopérative, en tout cas d'avoir un autre débouché, parce que l'AMAP n'arrive pas à couvrir 100% de la commercialisation de la ferme. Et ça, c'est vraiment lié au rural. Après, c'est aussi une démarche de beaucoup d'AMAP. La moitié des AMAP à peu près sont dans une démarche de réflexion sur la pratique alimentaire, le rôle de l'alimentation, etc. Ce qui fait que la saisonnalité, par exemple, des produits alimentaires, pour eux, ça paraît une évidence. Pour beaucoup de consommateurs, ce n'est pas le cas. Hein. Ils ont envie de manger des tomates en hiver, ils veulent des tomates en hiver. Ce rapport-là, il est aussi, quand Romuald dit, c'était des gens qui étaient dans des secteurs particuliers du développement durable et tout. Donc, il y a eu une acculturation à toutes ces questions-là qui facilite le passage à ce type de démarche. Et après, le coût financier est aussi important. Hein. Ce n'est pas évident de débourser 700 €, 800 € en septembre, comme ça, voilà, monter la caisse à Romuald. Et puis ensuite, on avait fait une étude il y a quelques années où on avait vu que le capital économique était un peu variable parce qu'il y avait pas mal d'étudiants aussi dans la MAP, ce qui faisait baisser le capital économique de la MAP. Mais c'était aussi beaucoup de gens qui avaient des diplômes. Voilà. Et ça, cette caractéristique-là est très forte. Les AMAP attirent beaucoup de bobos, il faut le dire clairement. Voilà. Et c'est voilà, ces cumulats qu'on va moins trouver, tous ces critères-là sont moins présents dans les territoires ruraux. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, hein, mais ils sont moins présents en quantité. Et en plus, il y a beaucoup de personnes dans les villages qui ont leur propre jardin. Du coup, j'avais aussi une question sur le futur, sur la trajectoire de l'exploitation. Est-ce qu'il y a des projets particuliers que vous avez pour les années futures? Alors, peut-être effectivement au niveau de votre âge, peut-être sur la poursuite ou potentiellement aussi la reprise. Qu'est-ce qui se passera après? Est-ce que vous avez déjà envisagé les choses? Et puis, si on reprend un peu ce qui s'est dit ce matin, si vous aviez soit une baguette magique, soit un Père Noël, comme vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite de votre exploitation? Bon, moi, les perspectives, j'ai 58 ans, donc encore normalement je suis en carrière longue, dans 3 ans j'ai terminé. Mon épouse est un peu plus jeune et elle n'a pas la carrière longue, donc si on peut, on peut peut-être prolonger quelques années, mais on simplifie encore le même peu. Parce que on peut pas aller encore comme il y a un jeune. Et après, la baguette magique, moi, c'est quelqu'un qui n'est pas de l'agriculture, qui est pas de mon exploitation. Rien que pour faire un pied de nez aux gros agriculteurs. Ah non, mais je le dis carrément. Et quand vous dites simplification, donc à quel niveau? Non, au niveau culture, on en fait moins. Moins de culture? Regardez, j'ai ma clientèle de détail à la ferme. Bon, regardez les clients fidèles. Parce que, comme on parlait ce matin, en confinement, wow, magnifique, heureusement que vous êtes là. Comment on ferait sans vous? Après, le confinement, là, maintenant, il y a le problème carburant, on met dans les jerrycans. On nous demande depuis 2 jours comment on conserve les pommes de terre, comment on conserve les légumes. Pour faire des provisions, comme le carburant. Il faut bien qu'ils achètent tout maintenant. Il y a un repreneur qui ferait des lingots? Ça serait mon souhait. Je n'ai pas travaillé depuis 26 ans pour rien. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui continue. Après, les enfants, moi, mes enfants, ils ont 29 et 26 ans. Est-ce qu'ils vont revenir un jour? Ils ont quand même des situations correctes. Mais ce n'est pas la même vie. Il y en a un qui fera demi-tour le jour. De toute façon,
son prof d'économie lui a dit, quand il était au lycée, comme à mon garçon, la question se posera toujours un jour s'il allait reprendre l'exploitation ou pas. Parce que le jour où il dit j'arrête, après c'est tout. Il faut qu'on a cédé, qu'on a signé. Les champs, ils ne sont plus là. Il ne faut pas dire un an après, ah ben, je vais refaire la culture. Donc il y a toujours cette incertitude. Non, je vais vers une inconnue. Donc, s'installer, c'est compliqué, mais arrêter, c'est compliqué aussi. Et continuer, c'est encore plus compliqué. Donc, non, il y a un temps pour tout. Il ne faut pas vouloir s'entêter non plus. On a le droit aussi à une vie un peu plus tranquille par la suite. Alors, un petit peu de légumes, pour soi. En projet, je pense que je vais me faire taper si je dis que j'en ai encore d'autres. On va grandir, non. C'est vraiment l'idée, c'est toujours de densifier. Là, le dernier projet en cours, c'est le bassin de rétention d'eau. On a creusé ça la semaine dernière, où on bâche ce week-end. Et l'idée, c'est que ça ne va peut-être pas être qu'un bassin de rétention d'eau. Il y aura peut-être aussi un peu de pisciculture sur la ferme. Je pensais que tu allais faire du crosson. Non, il faut de l'eau vive pour dire ça. C'est qu'il y avait réfléchi avant. Non, mais c'est après, baguette magique, non. Après, ouais, c'est vraiment conforter la ferme, faire que le système il se stabilise, qu'il soit transmissible aussi. J'ai pas l'âge de la retraite, malheureusement. Et je ne sais pas en fait si je ferai ce boulot-là toute ma vie ou toute ma carrière, mais en tout cas, si c'est vivable pour moi, ça pourrait être vivable pour quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est que aussi bien la ferme a été construite comme ça aussi, de pouvoir être cédable à quelqu'un. Donc de ne pas avoir un outil qui soit tellement spécifique à une organisation précise qu'il en devient impossible de le transmettre, mais vraiment de pouvoir justement transmettre cette ferme à quelqu'un d'autre par la suite. C'est un élément, on a beaucoup débattu de ça dans le bouquin sur la question de la transmission, en sachant que c'est une question clé dans le statut de paysan. Il y a un magnifique travail de Nicolas de Fontaine qui a travaillé sur le suicide des agriculteurs. Et beaucoup de suicides sont liés à cet inconnu. J'ai bossé toute ma vie dans un truc et j'ai sacrifié mon existence et finalement, il ne va rien rester, puisque ça ne se transmettra pas. Et c'est encore plus particulier pour la MAP, parce que, enfin pour la ferme pardon, de Romuald, parce qu'il n'est pas propriétaire du sol, il n'est pas propriétaire de tout ce qu'il fait en fait. Et donc la transmission est encore plus. Voilà, si un jour la MEL décide de créer un nouvel aéroport, eh ben, il y aura cette question de l'existence même de ce travail. Et puis ensuite, comme il n'y a pas l'idée nécessairement d'une transmission familiale, parce que c'est souvent le cas dans le milieu paysan, enfin, en tout cas dans la fiction qu'on a de la transmission familiale, là il y a cet inconnu de savoir si un de tes enfants reprendra ou pas. Pour l'instant, ils sont petits, ça ne se pose pas encore. Mais il y a toute cette incertitude-là. Et donc, il y a vraiment une interrogation sur laquelle on avait échangé sur l'investissement construit dans l'outil et puis, en fait, la finalité. Qu'est-ce que ça va donner? Et un des éléments importants, et c'est là aussi on voit le travail de transmission, mais plutôt dans la transmission du savoir-faire, des connaissances, le travail que Romuald mène avec les stagiaires, beaucoup, et puis avec l'atelier paysan, c'est de dire l'expérience doit être transmissible sur d'autres lieux. Ce n'est pas forcément la ferme en tant que telle qui va être transmise, mais en tout cas l'expérience du savoir acquis qui peut être transmis et qui sera, comme toute forme de transmission, elle sera trahie par celui avec qui on l'enseigne, parce qu'il va l'adapter, il va l'ajuster, il va la transformer. Mais peu importe, au moins il y aura eu le bilan qui crédibilise l'investissement du travail, qui fait que les éléments de transmission sont aussi crédibles. La ferme marche. Donc, c'est possible, et c'est possible ailleurs dans certaines conditions. Et on explique ça tout ça dans le bouquin, c'est pas cher et qu'on en a des exemplaires à votre bon cœur, merci. Un impact sur le prix du panier? Non, on avait proposé dans le panier. Ah ouais? En plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour?
Sûr. Bon, on vous remercie. On va pouvoir s'arrêter là. Merci encore. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.